Merci de nous permettre de présenter notre mémoire à cette consultation publique. Nous sommes Urgence climatique Montérégie. Comme notre nom l'indique, nous reconnaissons l'urgence climatique telle que définie dans la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique, qu'on appelle la DUC, qui est appuyée par au moins 525 municipalités, MRC, CMQ, CMM, représentant plus de 80% de la population du Québec. Le Bloc québécois l'a également signé. Nous sommes conscients que la catastrophe climatique dans laquelle nous glissons de plus en plus vite ne pourra trouver de réponse sans un plan d'action global impliquant tous les domaines de notre société et tous ses niveaux, local, régional, national et international. Le plan de la DUC est un tel plan d'urgence climatique qui s'attaque aux causes de la catastrophe climatique. Il identifie les actions et les domaines dans lesquels doivent s'investir les gouvernements fédéraux et provinciaux, des municipalités et des citoyennes et des citoyens, et ce, dans toutes les régions du Québec. Il demande également que les gouvernements supérieurs, fédéraux et provinciaux, donnent aux municipalités, comme gouvernement de proximité, les moyens et les ressources nécessaires à répondre sur le terrain aux besoins et à la protection de leur population et de leur milieu. Sur le sujet de la consultation, on n'imaginerait pas aujourd'hui faire un sondage sur la cigarette en ne parlant que des retombées économiques, des emplois directs et indirects en agriculture, en industrie, dans le transport, mais sans soulever les graves problèmes de santé que la cigarette cause aux personnes qui fument et à leur entourage. Pourtant, c'est ce que réussit à faire DHL avec son projet de développement. Ignorer tout le contexte de réchauffement climatique auquel contribue le transport aérien. DHL brandit un sondage pour démontrer l'appui à son projet. Mais en lisant les questions posées aux participants, on constate assez rapidement qu'on les a sondés sur des énoncés pieux et vagues, mais sur des souhaits faciles, des promesses superficielles, mais surtout en évitant de parler de ce qui devrait les préoccuper, à savoir des impacts négatifs de ce développement. On cherche en vain la description détaillée de la réalité des impacts actuels de cette infrastructure, des raisons qui motivent un projet de développement quel qu'il soit, des besoins auxquels cela répond, du contexte dans lequel tout cela s'inscrit, des impacts futurs de ce développement et le tout chiffré sérieusement. Nulle part, on ne nous dit quelles sont les émissions actuelles, directes et indirectes, de gaz à effet de serre, les GES, de l'aéroport et de ses composantes. Quelles seront les émissions directes et indirectes pendant et après son développement? Comment DHL voit-elle son rôle dans le développement de la catastrophe climatique en cours et comment prévoit-elle participer à la réduction des GES qui en sont la cause? Comment maintenant et comment via son projet de développement? Chiffres et calendrier de mise en place. Alors, puisqu'il n'y a rien de cela, nous allons présenter ce contexte déterminant ignoré par DHL, à savoir le réchauffement climatique planétaire et les crises et les dangers que cela, aviation comprise, fait courir à l'humanité et à tout le vivant sur Terre. D'entrée de jeu, nous voulons préciser deux choses. Premièrement, une crise, c'est un événement brusque et exceptionnel, d'une durée variable, mais qui a une fin et dont on peut se remettre quand elle est terminée. Une catastrophe, c'est plutôt une coupure définitive du déroulement normal des choses et dont les conséquences seront irréparables. Or, les sciences du climat nous indiquent que nous sommes maintenant entrés dans une trajectoire climatique qui engendrera des crises toujours plus nombreuses, qui iront s'aggravant et s'additionneront pour nous rendre la vie de plus en plus impossible. C'est pourquoi nous n'hésitons plus à parler de catastrophe climatique. Deuxièmement, les GES, les gaz à effet de serre, et leurs impacts ne peuvent être circonscrits à une région, limités à une superficie ou même à une courte durée. Ils nous pressent de comprendre que, rendu où nous en sommes, la Terre est un pays. Aucun gouvernement, ni aucun promoteur de projet ne peut ni ne doit non plus ignorer la responsabilité qui lui incombe. Et à toute société humaine, d'ailleurs, par rapport à cette catastrophe climatique
et à ses enjeux urgents. La question du développement d'aéroports, comme toute question de développement, ne peut dorénavant être dissociée de l'urgence climatique. Nous devons répondre aux impératifs du réchauffement planétaire, ce réchauffement qui est causé par notre mode de consommation excessive et notre utilisation d'énergie fossile. Charbon, pétrole, kérosène, mazout, gaz naturel ou de schiste, etc. Ça émet des GES. Or, quel est le portrait global de la situation et le rôle de l'aviation en particulier? Les GES, ça n'a pas de frontières. Quel que soit le pays à l'origine des émissions, le résultat retombera sur l'ensemble de la planète et influencera le climat mondial. Comme pays riche, nous faisons partie des plus grands émetteurs de GES quand on ramène nos émissions par habitant. Notre mode de vie, notre consommation excessive et toujours grandissante font en sorte que si tous les habitants du monde consommaient comme les Canadiens et les Québécois, il faudrait plus de 4 planètes Terre pour répondre aux besoins. 4,7 planètes Terre. Nous courons à notre perte. Nous devons sortir des énergies fossiles. Nous devons de toute urgence réduire notre consommation en général et notre consommation d'énergie en particulier, afin de limiter le réchauffement planétaire en cours à 1,5 degré Celsius, bien en dessous de 2 degrés, comme prévu dans l'accord de Paris de 2015. Et pour réduire notre consommation, nous devons identifier tous les domaines où nous devons agir urgemment. Le secteur des transports, c'est le plus grand émetteur de GES. Il compte pour plus de 40% de nos émissions. Puis ça, malgré le fait que dans nos inventaires de GES, on ne tient pas compte des émissions du transport aérien international. Serait-ce parce qu'elles ne sont pas importantes? Allons voir. Avec une estimation moyenne de 170 kg d'équivalent CO2 émis par heure de vol, il suffit à un passager en classe économique de voler pendant 10 heures en avion pour générer autant de GES qu'un habitant de l'Inde pendant une année. Ça, quel que soit l'appareil, du monomoteur léger au gros charter. Si l'aviation était un pays, elle serait au 15e rang mondial des plus gros émetteurs, 660 mégatonnes, millions de tonnes de GES, devant l'Australie, qui est pourtant le 3e producteur mondial de charbon. De plus, l'émission d'une tonne de CO2 en altitude par rapport à la même tonne émise au sol avec la même quantité de carburant, ça n'a pas le même facteur de réchauffement. On le considère rarement, mais il est de l'ordre de 2 à 3. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 2 à 3 les émissions standards d'un voyage en avion. Soyons encore plus concrets. Si Dash veut vraiment être en harmonie avec l'environnement, comme ils disent dans leur sondage, ou, comme certains présentateurs dans les premiers jours l'ont dit, être dans une perspective de développement durable, bien, voyons ce que ça devrait signifier. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a estimé que pour respecter les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, il fallait que les émissions de GES diminuent de 7,6 % par année au cours des prochaines années. Le Canada, qui a, nous autres ici au Canada, on a 15 tonnes de GES par habitant. Hein? On arrive au 10e rang des pays les plus émetteurs. Bien, pour respecter l'accord de Paris, le gouvernement canadien s'est engagé à réduire les émissions de 40-45 % d'ici 2030. Pour atteindre cette cible, la contribution du transport aérien devrait être une réduction de ses émissions de 6 à 7 % par année à partir de 2023. Le Québec se vante d'être une boule, le meilleur en Amérique, le moins émetteur, 9 tonnes par habitant. Oui, peut-être par rapport à l'Amérique, mais quand on compare ça à la moyenne mondiale, qui était 6 tonnes et demie par habitant, le Québec se situe plutôt au 23e rang mondial des plus émetteurs sur plus de 184 pays. C'est pas aussi brillant quand on l'affirme, mais ça n'empêche pas le gouvernement Legault de viser une réduction moins audacieuse, 37,5 % pour 2030.
Bien, pour atteindre cette cible québécoise, la contribution du transport aérien devrait quand même être une réduction de ses émissions de 5,7 % par année dès 2023. Il y a des chercheurs au Royaume-Uni qui ont établi une cible encore plus basse. Ils ont dit 25 % de réduction mondiale de GES. Puis, ils ont identifié quelques changements à notre mode de vie occidental. Alors, dans leur solution, il y en a une qui concerne les voyages en avion. Selon eux, on ne devrait pas prendre l'avion pour un vol court, c'est-à-dire 3 heures et moins, pas plus qu'une fois tous les 3 ans. Puis pour un vol plus long, c'est-à-dire plus de 3 heures, une fois tous les 8 ans. Ouais, vous trouvez ça exagéré. On est des radicaux, hein? Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, déclarait le 5 avril dernier « Les militants du climat sont parfois dépeints comme de dangereux radicaux. » Alors que les véritables radicaux dangereux sont les pays qui augmentent la production de combustibles fossiles. Et il ajoutait « Certains dirigeants politiques et chefs d'entreprise disent une chose mais en font une autre. En d'autres termes, ils mentent. Et l'issue sera catastrophique. » Les dizaines de milliers de scientifiques de partout dans le monde qui ont rédigé le dernier rapport du GIEC, ils ont conclu, eux, qu'il ne nous reste que 3 ans, 3 années, pour agir si nous voulons éviter les pires impacts du réchauffement climatique en cours. Pas tous les impacts, les pires. Puis ça veut dire quoi, ça, les pires en matière de climat? Bien, le réchauffement actuel, là, il atteint 1,2 degré. Quels en sont les effets? Rappelez-vous, l'Australie, juste avant le confinement, des méga-feux de forêt, une superficie de plus que 100 000 km² qui a brûlé. Ça, là, cette superficie-là, là, pour que ça soit clair, ça équivaut aux superficies cumulées des régions de la Montérégie, Montréal, Laval, centre du Québec, l'Estrie, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine, bref, tout le sud du fleuve Saint-Laurent, puis vous ajoutez à ça Montréal, Laval puis la Naudière. Bien, des incendies à cette grandeur-là, ça a émis autant de GES que 100 pays les plus pauvres en un an. Puis cet hiver, en Australie, c'était des pluies torrentielles puis de violentes tempêtes, l'équivalent aquatique des feux de forêt, qui ont dit. Ça a causé autant de dégâts matériels et sur la faune que n'avaient fait des incendies. Chez nous, l'été dernier, le dôme de chaleur en Colombie-Britannique, 49,6 degrés, les forêts brûlaient sans arrêt, la municipalité de Lytton a cramé. Puis quelques mois plus tard, à l'automne, pendant un mois de temps, 4 rivières atmosphériques qui ont inondé d'immenses territoires, détruisant habitations, exploitations agricoles et infrastructures. Un ancien vice-président du GIEC a dit que ce dôme de chaleur-là, il était prévu il y a 10 ans dans les pires scénarios du GIEC. Mais il était prévu pour la deuxième moitié du siècle. On n'en est pas au quart. Puis pendant ce temps-là, dans les prairies, des semaines de chaleur infernale et des terribles sécheresses ont réduit de moitié les rendements agricoles. Ce même phénomène de dôme de chaleur, là, il s'est reproduit au Pakistan et en Inde il y a à peine un mois. Des températures atteignant 50 degrés, avec des pointes à 60 degrés. Ça a endommagé des récoltes au point où l'Inde s'est sentie obligée, ils sont le deuxième exportateur de blé, ils se sont sentis obligés de mettre un embargo sur leurs exportations pour s'assurer de pouvoir nourrir d'abord leur population. Le G7 s'en est alarmé en disant que cette décision d'embargo allait aggraver la situation d'approvisionnement en céréales avec la guerre en Ukraine. Puis, notre première canicule, là, il y a quelques semaines, avant d'arriver en début mai, on commençait. Puis, c'est quoi la conséquence de ce vague de chaleur-là précoce? Bien, on l'a eu la semaine passée. Le derecho, la grosse tempête de vent, tornade, grêle, vent violent, qui s'est étendue sur plus de 1000 km du sud de l'Ontario jusqu'au Québec, avec tous les dégâts
qui ont été causés, des arbres arrachés, tombés sur des maisons, des autos, des lignes électriques coupées, etc. Sophie Brochu dit, PDG de l'Hydro-Québec, dit que c'est le pire désastre depuis le verglas. À Denver, il y a une semaine, aujourd'hui, il faisait 32 degrés. Puis en moins de 24 heures, la température est tombée de 33 degrés à -1, avec des chutes de neige jusqu'à 50 cm en certains endroits dans l'État. Dans la presse d'hier, on apprenait que l'armée américaine envisage de fermer, de déménager certaines bases des Marines, dont une en Caroline du Sud, parce qu'elles seraient de plus en plus exposées à la chaleur, à des ouragans, à des niveaux d'eau trop élevés. En 4 ans, ils ont recensé 576 cas de maladies liées à la chaleur dans cette installation, et ils craignent la hausse de la fréquence des ouragans, inondations, vagues de chaleur extrême dans les années à venir. Puis tout ça, puis bien d'autres que je ne vous nomme pas, alors qu'on est juste à un réchauffement de 1,2. Puis on se dirige actuellement pour 2100 vers des augmentations de 3 degrés à 5 degrés. Dans le rapport Réalité climatique 2020, on explique que à plus 3 degrés, la production de nourriture va être insuffisante pour nourrir la population. Diminution de 1/5 du rendement des cultures, déclin des nutriments contenus dans la nourriture, déclin catastrophique de la population d'insectes, désertification, dysfonctionnement des phénomènes de mousson et manque chronique d'eau. Ce sera catastrophique pour les moyens de subsistance des 3 milliards de personnes les plus pauvres du monde. À plus 4, c'est incompatible avec une communauté mondiale organisée. Ça va au-delà de l'adaptation. C'est dévastateur pour la majorité des écosystèmes. Ce sera invivable même pour une seule moitié de la population du globe. Imaginez maintenant à plus 5 degrés. Jean-Marc Jancovici, membre du Haut Conseil pour le climat en France, il a dit une augmentation de 3 à 5 degrés. C'est la famine, mais la guerre partout. Nous ne pouvons continuer comme ça à peser sur l'accélérateur en ignorant volontairement le précipice qui arrive. À la vitesse où nous allons, c'est la survie de tout le vivant sur Terre, y compris l'humanité, qui est en jeu. Tout développement, quel qu'il soit, qui entraînerait une augmentation des émissions directes ou indirectes de GES, doit être stoppé. Une dernière chose. Parlons de quelque chose qu'on connaît bien, la pandémie de COVID. Selon l'Association internationale du transport aérien, le trafic mondial de passagers, sous l'effet de la pandémie, il s'est effondré de 66 % en 2020. Ah, mais on va se rattraper, là, la pandémie, elle achève. Détrompons-nous. L'égocentrisme des pays riches qui fournissent pas assez de vaccins aux pays pauvres. Big Pharma qui refuse de casser ses brevets pour produire des vaccins à moindre coût. On n'est pas prêt de voir la fin des variants, là. D'autant plus qu'il y a sûrement d'autres vagues qui s'en viennent. On prévoit déjà la 7e, on en parle. Puis, le réchauffement climatique, là, bien, il permet le déplacement géographique d'espèces porteuses de pathogènes non souhaitables pour l'humain. Des agents pathogènes zoonotiques, qu'on appelle, qui peuvent être d'origine bactérienne, virale, parasitaire, qui peuvent se propager à l'homme par contact direct ou par des aliments, l'eau et l'environnement. Savez-vous quel est le meilleur moyen de diffusion de ces pathogènes-là? L'avion. Ça n'a pas de limite. 24 000 avions commerciaux qui parcourent le monde. Plus de 38 millions de vols en 2018 vers l'un des 3 500 aéroports commerciaux. À chaque battement de cœur, un avion décolle dans le monde. 72 vols par minute. En quelques heures, une personne infectée peut passer de l'Asie à l'Europe ou à l'Amérique ou inversement, puis en chemin, infecter plusieurs passagers qui partagent le même vol. C'est comme ça que SARS-CoV-2 est passé de l'Asie à l'Amérique en l'espace de... alors qu'il y a un océan qui les sépare. C'est pour toutes ces raisons que le plan de la DUC, par exemple, indique que nos gouvernements doivent stopper tous les agrandissements d'infrastructures aéroportuaires et le développement de nouveaux aéroports. Imposer une tarification carbone spécifique
au transport aérien et taxer lourdement des vols internationaux. Développer des services de transport collectif électrifiés en mesure de desservir l'ensemble des municipalités et faire apparaître dans des inventaires gouvernementaux les émissions des vols internationaux. Mais pour l'heure, nous demanderons un moratoire sur tout projet de développement de l'aéroport, tant et aussi longtemps que ce projet, avec toutes ses composantes, ne fera pas l'objet d'un test climat visant à répondre aux défis que fait poser le réchauffement climatique sur l'avenir de la population, sur l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, ici et ailleurs. Merci. Merci beaucoup, M. Benoît. Merci, M. Benoît. Merci de nous avoir fait part de votre opinion. Et merci pour toutes les données, toutes les informations que vous nous avez transmises. C'est aidant pour nous. Vous avez parlé de moratoire. Donc, comme le mentionnait un peu mon collègue tout à l'heure, ce moratoire s'adresse surtout aux projets futurs de développement de l'aéroport. Est-ce que vous avez une position par rapport à ce qui se fait déjà, par rapport aux activités traditionnelles de l'aéroport de Saint-Hilaire? Je crois l'avoir expliqué tantôt. On doit, à partir de maintenant, réduire les émissions de GES. Alors, selon les cibles établies par le gouvernement, tout le monde, toute la société doit travailler à réduire. J'ai donné des chiffres, je peux les répéter si des fois c'est votre souhait, mais je pense que vous les avez eus, je pense que vous les avez entendus, vous les avez dans la mémoire, etc. Donc, tout développement, tout projet, tout ce qui existe actuellement doit travailler là-dessus. C'est pas un choix, c'est pas une opinion, c'est pas un goût, c'est pas parce que j'aime ça aujourd'hui, demain je n'aimerais pas, ou c'est pas comme une mode, comme dirait un certain M. Bonnardel. C'est une réalité maintenant. Si on n'en prend pas conscience, on est fichu. C'est un peu comme... Je vais prendre un exemple qu'on a bien connu il y a à peu près 25 ans, pour ceux qui étaient là à ce moment-là. La bactérie mangeuse de chair. Hein? Quand tu es atteint par la bactérie mangeuse de chair, tu n'as pas 3 semaines, un mois pour discuter de ce qu'il faut faire. Si tu n'agis pas rapidement, c'est fichu. Le patient, il en crève. Tu as beau discuter, ouais, ça serait bon, par exemple, qu'il fasse attention à son diabète, ça serait bon qu'il y ait une meilleure alimentation, ça serait bon. Tout ça, c'est vrai. Mais là, si tu ne travailles pas sur la bactérie mangeuse de chair, et ça signifie amputer, puis si tu n'amputes pas rapidement, l'amputation va devenir de plus en plus grande, puis je ne sais même pas s'il va rester de l'humain au bout de la ligne. Nous sommes, avec la catastrophe climatique, là, on est dans la même situation. C'est comme si c'était la bactérie mangeuse de chair. Si on n'agit pas, on va se faire manger. Puis même si on me dirait « Oh, vous exagérez », alors regardez, là, les événements, ils vont parler bien avant moi. Ils parlent déjà. Puis attendez pas qu'ils parlent trop, parce qu'on va le regretter en maudit. Donc, on comprend que vous attendez à des données claires et des actions claires par rapport à ce qui se fait actuellement et pour tout projet futur. Merci. Merci, M. Benoît. On reconnaît bien votre verbe enflammé. Merci aussi à Urgence climatique Montérégie pour le travail que vous avez fait, le dépôt du mémoire. Je me questionne quand même, avec tout ce que vous avez nommé, avec aussi les 4 principales recommandations d'Urgence climatique Montérégie, pourquoi dans votre mémoire, votre recommandation, c'est un moratoire? C'est un peu la même question que j'ai posée tout à l'heure. On arrive à la conclusion, je me serais attendu à autre chose. Pourquoi seulement un moratoire? La planète s'invite à Longueuil, nous a contactés. En fait, le regroupement qui s'est fait autour, qui a fini par devenir la coalition Alter Saint-Hubert. Les discussions étaient pas nécessairement égales par rapport à quoi faire, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on veut, etc. C'est pas tout le monde qui est rendu au même niveau de réflexion, mais on s'entendait tous pour dire qu'il n'y avait rien de sérieux sur la table. Alors, on a dit, on ne va pas partir sur un développement s'il n'y a rien de sérieux sur la table, premièrement. Ça, c'est la première chose. Donc, puis si on veut être capable de juger d'un développement ou d'un projet, là, ben, il faut qu'on ait le temps. Alors donc, rien qui se passe tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un projet sérieux sur la table chiffrée qu'on peut discuter et qui va être soumis à la consultation.
Alors, c'est un peu la suite de ma question, c'est-à-dire, une fois que ces chiffres-là, ces études d'impact-là seront sorties, ce que vous attendez, c'est une autre consultation pour qu'on puisse en discuter? On dit qu'il faut que tout projet passe un test climat. Alors, on suppose que ce soit DHL ou que ce soit n'importe quel développeur qui voudrait pogner un milieu humide dans le coin puis le scalaper pour faire des beaux buildings, faire de l'habitation, tout ça. Regarde, on veut que ton projet, là, il passe le test climat. Et puis, s'il ne passe pas le test climat, s'il ne démontre pas que grâce à ça, on va réduire les GES, parce qu'il faut penser, non pas pour des années d'avant, il faut penser pour des années qui viennent. Si ça ne réduit pas les GES, il faut que ça s'arrête là. Ça nous prend quelque chose qui réduit. Il faut réduire. Il nous faut réduire. Il faut qu'on comprenne ça. Merci. Très bonne présentation. J'étais plutôt 100 mots par rapport à ce que vous avez évoqué. C'est assez... puis, merci, déjà. Je reviens juste sur un détail du début. Je voulais clarifier quelque chose sur la participation citoyenne que DHL a mise en place ou qu'a évoqué, en fait, dans son court topo. En aviez-vous eu connaissance de cette participation citoyenne? Y avez-vous participé? Bon, j'ai entendu que les questions ne vous semblaient pas assez orientées vers l'environnement et trop vers la dimension économique du projet, mais est-ce que vous en aviez eu connaissance et est-ce que vous y aviez participé? Moi, personnellement, je n'ai pas eu connaissance. Il y a des gens dans la coalition qui en ont eu connaissance. D'ailleurs, c'est par eux que je l'ai appris parce que je ne suis même pas au courant. J'ai vu les chiffres qui ont été présentés dans les articles de presse, un ou deux articles de presse, en tout cas. Et quand on regarde les chiffres, puis qu'on regarde les questions, puis je suis allé voir le rapport, comment je ne me souviens plus du titre du rapport, mais le titre pompeux, rapport sur la participation citoyenne, le représentant de DHL qui est passé en entrevue à TVRS, n'était même pas capable de trouver le terme, il cherchait le terme participation citoyenne, il ne s'en souvenait plus. Ça doit être comme ça doit être quelque chose qu'ils ont dans leur gène, hein, la participation citoyenne. Donc, quand on regarde les questions de ce rapport-là, des pourcentages, tout ça, on se rend compte, par exemple, qu'il y a à peu près 30-32% de gens qui pourraient être d'accord avec un développement, mais qui veulent voir des études. Il y en a 30% qui, eux autres, sont prêts à développer. Et là, on conclut que 60% des gens sont d'accord avec le développement. On ne tire pas l'élastique pas mal, là. Quand le monde dit « d'accord, mais je veux voir des études », c'est pas « d'accord ». C'est « d'accord, mais je veux voir des études ». C'est un peu comme nous autres, quand on dit on veut un moratoire, tant que le projet n'est pas déposé avec un test climat. C'est quasiment la même affaire. Puis, je ne sais pas, mais hier, il n'y a pas du monde qui sont venus ici vous présenter une pétition qui vous ont expliqué qu'ils avaient rencontré des gens, puis que les gens qu'ils avaient rencontrés n'étaient pas au courant du projet, puis sur bien des affaires, quand ils disaient « non, là, je ne suis pas d'accord avec ce développement-là ». Ça s'est fait en catimini, cette histoire-là. Ça se fait en catimini. C'est dans vrai qu'ils n'osent même pas, ils ne veulent pas venir en commission ici. Ils ne veulent pas venir dans cette consultation-là pour venir présenter leur projet. Le monsieur, en entrevue à TVRS, il dit « on n'est pas y aller tout d'un coup que cette consultation-là, ça va contre nous autres. » Ben voyons! Si tu as confiance dans ton projet, si tu es sûr qu'il est bon ton projet, tu y vas. Tu vas le défendre. Si tu ne veux pas le défendre, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu sais qui n'est pas tout à fait correct dedans. Mettons.